Le problème des guerres aujourd'hui, c'est qu'elles vont de plus en plus être au moyen de drones hyper sophistiqués. Mais le problème avec ça, c'est que ça va, quand on commence à analyser le problème que ça va engendrer, ça veut dire qu'aujourd'hui, un simple drone peut faire un attentat sous faux drapeau sans que personne n'y voit quelque chose. Ça veut dire qu'avant, quand il y avait un attentat, comme par exemple l'attentat sur les locaux de Charlie, et les gens de Charlie, et l'attentat du Bataclan ou d'autres attentats, il y avait des personnes qui se sont déplacées en voiture et qui ont commis les actes. Aujourd'hui, ça peut être un simple drone. C'est-à-dire que de plus en plus, ça va être un drone. Ça veut dire qu'un petit drone va se balader, et va envoyer un petit missile ou une petite bombe, et terminé, on n'en parle plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui on ouvre notre micro à Claude Janvier, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont L'État profond français, c'est aux éditions K-Éditions, il a aussi écrit L'Abandon français ou encore Les Démasqués avec plusieurs autres auteurs. On est aussi aujourd'hui avec Laurence Vaquy que vous connaissez pour être aussi chroniqueuse très irrégulière sur Nexus Refait Lecture. Si, je suis régulière, je suis une fois par mois. C'est régulier. C'est tout à fait vrai. Bonjour à tous les deux. On va parler de politique, de d'où vient le mal politique, pourquoi les partis changent, mais finalement les politiques restent les mêmes et l'évolution croissante de la paupérisation française augmente aussi. On va parler d'Union européenne, on va parler de plein de choses avec un invité qui a beaucoup bourlingué, comme on pourrait dire, on en a parlé hors micro, et on va justement pouvoir balayer plein de sujets passionnants. Laurence, quelle question tu poserais à Claude pour commencer cet entretien ? C'est sur la paix, on y est encore. Est-ce qu'on est encore en paix aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se prépare ? Est-ce que c'est nous qui nous inquiétons ou est-ce que réellement les pions sont placés ? C'est compliqué au niveau de la paix. Bon, déjà, bonjour à tous les deux et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Merci. Et en fait, non, la paix, oui, c'est un peu compliqué, là. On a des va-t-en-guerre. Bon, déjà, si on prend l'Europe, les pays européens, l'OTAN, on a quand même 4 ou 5 va-t-en-guerre à la tête des pays de l'Europe de l'Ouest. Et M. Emmanuel Macron, M. Keir Starmer, M. Friedrich Merz, Donald Tusk récemment qui tout d'un coup s'est joint à l'équipe de choc, et nous avons aussi Ursula von der Leyen. Donc la présidente de la Commission européenne. Voilà, la présidente de la Commission européenne. Ces 5 personnes appellent sans arrêt à la guerre, s'interposent toujours entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour que des accords de paix durables, je dis bien durables, soient signés en Ukraine, jettent de l'huile sur le feu. De toute façon, Emmanuel Macron, quand on regarde bien, à chaque fois qu'il passe quelque part, il jette de l'huile sur le feu. Donc force est de constater qu'il n'est pas là pour apaiser les choses, malheureusement, et avec ce qui vient de se passer là, avec le bombardement que Israël a fait sur l'Iran, à Téhéran même pour être précis, tout est à craindre parce qu'il y a un risque effectivement, malheureusement, réel d'embrasement mondial. Tout va dépendre un peu des Iraniens, est-ce qu'ils vont garder un peu la tête froide, mais en attendant, ça peut devenir très compliqué. Alors le pourquoi de la chose, malheureusement, force est de constater, si on prend un contexte historique, force est de constater qu'il y a toujours eu à la tête de pays, pas à chaque fois dans tous les pays, mais quand même, des dirigeants qui sont plus tournés vers la guerre et vers la destruction que vers la construction et la paix. Et ça, malheureusement, c'est un fait. Alors après, comment faire pour lutter contre ce fléau ? Parce que c'est un véritable fléau, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui présentent très bien. Ils sont bien habillés, ils parlent bien, en général, ils peuvent même parler plusieurs langues, ils sont instruits et tout ça, mais ils sont juste tournés vers la destruction. Et ça, c'est un énorme problème, c'est-à-dire ils sont quand même au niveau santé mentale, ils sont pas en pleine capacité, parce que ce que j'appelle une bonne santé mentale, c'est d'aller vers la construction. C'est-à-dire gouverner. C'est-à-dire réellement gouverner, prendre soin des peuples et faire évoluer les sociétés. Et si à chaque fois on a des dirigeants qui vont plus vers la guerre et la destruction, donc plus de paupérisation,
force est de constater que ça ne va pas dans le sens du bien public. Qu'est-ce qui, pour toi, amène justement les citoyens à voter pour ces personnes-là? D'où vient le mal? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à bouger aujourd'hui? Quel est ton constat global? Malheureusement, ce que je vais peut-être dire là va en froisser quelques internautes qui vont nous écouter, mais il y a malheureusement une trop grande majorité de gens qui n'analysent pas, ne vont pas chercher les faits réels. C'est-à-dire, il y a une trop grande majorité de gens qui aujourd'hui, moi je vois bien quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il y avait des micro-trottoirs qui ont été faits par les médias de grand chemin. Alors, ils les ont peut-être sélectionnés, mais enfin, on avait... Des médias très subventionnés. Voilà, très subventionnés. Le grand chemin, je trouve que ça les grandit de dire ça. Oui, souvent, ils font un travail très piètre. Non, mais c'est parce que c'est l'expression bandit de grand chemin. Ah oui, ça c'est référence à cette expression-là, en fait. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Oui, je pense pour faire du qu'effectivement, copier-coller, Romain, c'est un peu leur donner beaucoup tu as raison. Je crois que ça les grandit. On va essayer de trouver autre chose. Mais en tout cas, moi, les micro-trottoirs que j'ai vu des témoignages ahurissants. J'ai vu des gens un peu âgés, des dames. Ah, mais il est jeune, il est beau, j'ai voté pour lui. Fantastique. Mais de toute façon, il incarne le changement parce que justement, il est jeune et puis ni droite ni gauche, donc il rassemble tout le monde, etc. En fait, les gens, le problème, c'est qu'une majorité de gens écoutent beaucoup les fanfaronnades, c'est-à-dire que il n'y a pas assez de gens qui regardent vraiment les faits réels et les preuves. Moi, je me base pas sur ce que la personne dit, je vais essayer de me baser sur ses actes. Est-ce que ces actes définissent vraiment sa politique? Est-ce que ça va vraiment dans le sens de la construction ou dans le sens de la destruction? Et je pense que ça, c'est un point important à comprendre. Sans compter ces contradictions permanentes. En plus. Oui, absolument. Et l'état profond français, oui. Tu en parles d'ailleurs, oui. Tu venais de parler du fossoyeur qui a été élu, c'est le terme que tu utilises pour parler de Macron. Oui, mais l'état profond français, jusqu'à quel degré, selon toi, cela bloque tout vrai progrès pour une société humaine aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut comprendre avec un état profond, c'est qu'en fait, tous les pays du monde ont un état profond. C'est une réalité parce qu'en fait, c'est quoi un état profond? C'est ce qu'on ne voit pas. En dehors du président, des ministres et des élus, l'état profond, c'est la haute fonction publique et la haute sphère du privé. Donc ce sont des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas réellement connus du grand public, à part quelques-uns. Après, avoir un état profond qui est derrière, c'est-à-dire on le voit bien quand Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée, qu'il n'y avait aucun gouvernement, ma foi, le pays continue à tourner puisqu'il y a un état profond derrière et il y a une haute fonction publique. Donc en réalité, on pourrait se passer de... Bon, allez, passons. Ça nous coûterait moins cher. Et ça nous coûterait moins cher. T'as pas de Premier ministre, mais t'as toujours un état profond. Il y a toujours de toute façon... Alors, évidemment, les nouvelles lois ne sont pas promulguées parce qu'il n'y a pas de gouvernement, mais en réalité, toutes les lois qui étaient enclenchées, tout continue à se faire. Donc on voit bien qu'il y a une machinerie derrière qui continue à fonctionner. Alors après, le problème de cette machinerie, entre guillemets, le mot, est-ce que cette haute fonction administrative et cette haute sphère du privé va dans le sens, toujours pareil, du bien-être des peuples, donc du bien commun, ou pas ? Et forcé de constater, malheureusement en France, mais je pense que c'est caractéristique de quelques autres pays aussi, en Europe en tout cas, c'est que malheureusement, il y a trop de copinage, il y a trop de complicité, il y a trop de conflits d'intérêts, et on voit bien que maintenant, ça se fait de plus en plus alors que ça ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'une personnalité de la haute sphère publique, par exemple, un haut fonctionnaire d'État, passe sans problème dans le secteur privé, on appelle ça du pantouflage, et l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire quelqu'un du privé, tout d'un coup, se dit, tiens, je vais aller faire un petit tour dans la haute fonction publique, et donc ça, c'est du rétro-pantouflage. Mais il y a forcément des conflits d'intérêts, puisque comment on ne peut pas mélanger à la fois la haute fonction publique et des intérêts privés. Enfin, c'est vraiment en opposition. Alors, si ça commence à être dilué, à être mélangé, on voit bien que forcément, il y a des avantages et que ces avantages ne vont pas aller encore dans le sens du bien des peuples. Un petit exemple simple pour que nos amis internautes comprennent bien. Les autoroutes. Elles ont été
privatisées par Dominique de Villepin. Qui devait être gratuite. On a eu nos voilà, parents qui nous ont répété. Elles ont été déjà nationalisées, privatisées, pardon. On ne sait pas pourquoi. Déjà, on s'est dit, mais pourquoi privatiser des autoroutes qui, en fait, auraient pu amener mais faut voir les millions que ça engendre. Elles ont été construites sous un statut public à l'époque ? Oui. Ah ben oui. Et financées par les contribuables. Oui. Ah, donc et ensuite oui. Et promis d'être gratuite. D'accord. En plus. Donc, privatisation des autoroutes. Donc déjà, on n'a pas compris. On s'est dit, bon, alors après les péages, on commençait à s'intensifier. Mais ces malheureuses sociétés, comme Vinci et d'autres, je dis c'est malheureuse parce que sociétés n'arrivent pas apparemment à boucler leur fin de mois, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas, ces pauvres petites, à mettre énormément d'argent dans la poche de leurs actionnaires. Bon là je blague évidemment, puisqu'elles ont quand même par 3 fois demandé un plan de relance, mais ça faut le faire, des sociétés privées qui demandent à l'État, donc l'organisme public, des plans de relance, donc par 3 fois des plans de relance, parce que ces sociétés privées n'arrivaient pas à financer les travaux d'entretien des autoroutes, de leurs autoroutes. On croit rêver. Et ça, si c'est pas une collusion entre le public et le privé, et en plus, plan de relance accepté. Le dernier en date du gouvernement Borne, d'Elisabeth Borne, qui est quand même assez récent. Donc, on s'aperçoit, mais on se dit, on marche sur la tête. Enfin, moi qui ai beaucoup œuvré dans j'étais auto-entrepreneur, je veux dire, j'ai quasiment été jamais salarié dans ma vie, à part de très brèves expériences. Voilà, très brèves expériences. De moins de 50 jours. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, j'aurais dû aller voir le préfet du coin où j'habitais, lui dire, toc toc, écoutez, bonjour monsieur le préfet, j'arrive pas à financer mon petit projet d'un restaurant là, est-ce que vous pourriez me faire un petit plan de financement, s'il vous plaît, ou un petit plan de relance, parce que j'y arrive pas. Il m'aurait dit, vous êtes gentil, vous débarquez de où vous êtes privé, donc débrouillez-vous. Eh ben, les sociétés, voilà, c'est le même exemple avec les sociétés autoroutières. Ils ont été frappés à la porte de Bercy. Bercy leur a dit, mais oui, bien sûr, allons-y pour un plan de relance. Mais on marche sur la tête. La collusion public-privé, pour moi, c'est vraiment le catalyseur du problème aujourd'hui, où en fait, justement, on va avoir des réseaux d'influence derrière les politiques de nos élus des partis politiques. Jusqu'à quel degré, pour toi, la cohésion publique-privée, si tu devais l'expliquer à un jeune à qui on n'explique jamais ça, et qui arrive à 20 ans après l'éducation nationale, etc., un jeune, comment tu lui expliques ce que c'est la cohésion publique-privée et à quel point c'est important dans la société actuelle ? Alors, il faudrait donner des exemples déjà précis, mais je pense qu'il faut donner justement des exemples comme celui que je viens de donner avec les sociétés autoroutières. Ça, c'est très parlant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, par exemple, là, ce qui vient de se passer, là, et ça vient de sortir le 4 juin, ou en date du 4 juin, ça vient de sortir, Édouard Philippe, le Premier ministre qui a sévi pendant la pseudo-crise sanitaire, il revient, le retour, et il propose une retraite capitalisation à hauteur de 15% de capitalisation, avec un départ à la retraite de 67 ans. Mais qui il a à côté de lui pour propulser ce projet ? Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock en France. Le patron de BlackRock en France. Eh bien oui. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple de collusion public-privé. Parce qu'en réalité, Édouard Philippe fait quand même partie du public, puisque là, il est maire du Havre. Donc, il va effectivement se porter candidat pour 2017. C'est d'une évidence quasiment absolue. 2027, pardon. Merci. Effectivement, 2017, c'est déjà fait. On en 2027, on en a déjà eu un. Voilà, on risque de se taper Édouard Philippe. Enfer et damnation. Mais t'as vu qu'ils ont essayé de placer Michel-Édouard Leclerc, là, qui commence à faire la une de Challenge, par exemple.
Ah, j'ai Le pas patron de Leclerc. j'ai loupé. Je sais pas d'où il sort. y a- j'ai loupé. Dans la série, il y a aussi Darmanin aussi qui essaye de se placer. Bah oui. le- Comment il s'appelle celui qui nous a endettés de 1000 milliards, qui a sévi à Bercy, Bruno Le Maire. Ah bah oui. L'écrivain de bouquins porno, là, qui était aussi ministre des Finances. Voilà, ça, c'est un bon exemple aussi de la collusion public-privé. Il est ministre d'État, ministre des Finances, c'est quand même pas n'importe quel poste, hein, et il écrit des bouquins porno. Collection blanche Gallimard, collection prestigieuse normalement. On se dit, mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Donc on voit bien... Tu sais qu'il a été condamné à 10 000 € pour ne pas avoir fait son travail, justement, de contrôler les préfets par Martine Donnette et Claude Diot. C'est tout, 10 000 €, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est déjà ça. C'est déjà une condamnation. C'est déjà une condamnation. Puisqu'ils ont contrôlé les préfets pour ne pas avoir contrôlé les grandes surfaces qui s'installaient en déclarant, sans déclarer, qui s'installaient sur 3000 m² alors que les permis étaient de, par exemple, 2000 mètres. Et donc voilà, c'est normalement à lui d'aller faire ce contrôle. Et donc au moins, il a été condamné. Donc c'est encore pire que juste écrire des livres. Ça, oui. Il faut parler de... Et il a généré 1000 milliards de dettes aussi en plus. Hein. Quand même, c'est lui qui a augmenté, parce qu'en dette, en France, on en est à 3200 ou 3300 milliards. Alors, et Bruno Le Maire, avant lui, on en était à 2300, ce qui était déjà pas mal. Lui, il y a eu 1000 milliards de plus quand même. C'était sans pour mettre à genoux la Russie. Hein, oui, aussi. Non, à l'époque, la Russie, non, ils n'avaient pas lancé leur opération spéciale, pas encore. On n'avait pas assez. Mais pas encore. Et à ceux-là, on en parle dans l'État profond français avec mon ami François Lagarde, on ajoute les hors-bilans bancaires, c'est-à-dire toutes les dettes qu'a l'État si jamais des caisses font défaillance. Parce que ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des engagements de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, des engagements de l'État en cas de défaillance des caisses militaires, des caisses de hauts fonctionnaires, etc. C'est des engagements de l'État. C'est-à-dire si demain il n'y a plus d'argent, c'est l'État qui paye. Mais c'est pratique parce que c'est une dette mais qui n'est pas mise dans le bilan. On appelle ça du hors-bilan bancaire. Mais si on ajoute réellement ça à la dette de la France, et normalement on devrait l'ajouter, on en est quasiment à 7000 milliards de dettes en France. Les 3200 milliards qu'on voit passer dans les médias et les 300 et 3800 milliards que les médias ne parlent pas, et on en est quasiment à 7000 milliards de dettes quand même. D'où peut-être l'envie de faire la guerre. Aussi. Alors pour ajouter un dernier exemple, mais ça on va y revenir sur la guerre, dernier exemple de collusion j'allais te demander justement. Public et privé, Christophe Castaner. Oui, on se rappelle. Shine. Oui, en plus, mais pas que ça. C'est-à-dire celui quand même qui a sévi, qui a massacré les Gilets jaunes quand même. Faut quand même se rappeler, 13 morts, les Gilets jaunes, 27 personnes ont perdu un œil, à peu près 150 ou presque 200 personnes seront handicapées à vie, et quand même ça a été une boucherie quand même. Il a été reclassé pour ses bons et ses loyaux services, président de la société qui gère le tunnel du Mont Blanc, 150 000 € par an, quand même. Et il a été reclassé aussi, en plus, président du port autonome de Marseille. On voit bien, toujours pareil. Collusion public-privé. Ça, c'est quand même intéressant, quand même. En plus, il n'a pas grand-chose à gérer dans le Mont Blanc. Je l'ai emprunté une fois, ce satané tunnel, mais c'est... Bon, bref, j'allais dire un mot grossier, mais déjà, on se tape une heure de bouchon dehors, en attendant la voiture, parce que c'est un machin, on ne peut pas passer, il n'y a que 2 voies. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas construit 4 voies à l'époque, mais enfin, passons. Et on attend une heure, et en plus, ça coûte 68 €. 68 € pour passer ce satané tunnel. Jackpot, et on a attendu 1 heure dans la voiture, et pour le passer, ce machin, franchement, on roule à 70 à l'heure. Pourquoi pas? Mais enfin bon, il n'y a que 2 voies, enfin, ni fait ni à faire. Mais il est président. Du tunnel du Mont Blanc à 68 € quand même l'aller. Alors si on prend l'aller le retour, c'est peut-être un peu moins cher, légèrement le petit tarif dégressif. T'as un cadeau. Le rose de tout, parce que tu peux prendre la place aussi dans cet entretien de tout ce qu'a dit. Justement, là on parlait de la collusion publique-privée. Jusqu'à quel degré pour toi c'est important dans la compréhension du monde économique et politique actuel? C'est surtout que, alors justement on parlait de Castaner, donc Castaner, Macron n'a pas été content parce qu'il y a un journaliste qui lui dit mais attendez, Shine, entreprise chinoise, alors que vous dites que la Chine, il n'y a pas... Oui, c'est tout juste s'il dit mais le pauvre, mais il fallait quand même qu'il travaille, fallait qu'il ait un emploi,
Donc c'est pour ça, on ne peut pas l'accuser de chercher du travail et d'en trouver. Oui, bien sûr, il touche 150 000 balles déjà par an d'émolument de la société du tunnel du Mont Blanc. Ça va, hein, pour serrer des mains et boire des coupettes. C'est pas mal. Moi, je veux bien faire le boulot. Hein. Cette collusion, elle est un problème puisque quand on est haut fonctionnaire, on détient aussi toute information sur le pays, sur les populations. À partir du moment où c'est privé, qu'est-ce qui empêche qu'elle soit diffusée ? Donc, non, elles sont justement diffusées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de verrou, voilà, nous sommes mis à nu, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça. en même temps, est-ce qu'on a des gouvernements qui sont aujourd'hui français, par exemple ? Ou est-ce qu'en réalité, ils n'appartiennent pas à un même groupe qui est au-delà de est-ce de que la l'État France. profond est français, c'est ça que tu veux dire Est-ce qu'il est français, celui qui est français de nationalité, mais est-ce qu'il gouverne la France ? Est-ce qu'il est pour la France ? Ça dépend, parce que là, il venait de citer avec BlackRock, notamment. Voilà. Oui, puis de toute façon, il y a aussi tous les politiciens aujourd'hui, mais je parlais aussi des hauts fonctionnaires d'État, passent de plus en plus par le programme des Young Global Leaders, c'est-à-dire le fameux programme écrit par Schwab, du WEF, président du WEF, donc en 2004, si j'ai bonne mémoire. Et quand on prend la liste des politiciens qui sont passés par ce formatage, parce que c'est une école de formatage anglo-saxonne, donc à l'américaine, on voit les noms sans surprise d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de Marlène Schiappa aussi, enfin bon bref. Donc il y a ce formatage d'un côté et ensuite il y a de toute façon cette ingérence des Américains, donc des Anglo-Saxons, de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne, qui est une ingérence visible par certains côtés et invisible par d'autres. Et quand je parle d'une ingérence, je parle d'un pillage, un pillage organisé, avec tout un gouvernement et un président en place qui est complètement complice donc, de ce pillage et de ce pillage systématique, quoi. Alors c'est si vrai que dans l'industrie, par exemple, les données personnelles des cadres supérieurs de nos sociétés du CAC 40 partent, les données personnelles et confidentielles, partent évidemment chez Microsoft, voire les GAFAM, sont analysées, stockées, etc., etc. Donc ça, c'est déjà absolument anormal. Et ensuite, tous les secrets industriels de nos sociétés, de nos industries, partent effectivement aussi chez l'oncle Sam, là-bas. Il faut quand même comprendre que les États-Unis, mais moi j'aime bien mettre les Anglais aussi avec, mais c'est aussi surtout les États-Unis en ce moment, de toute façon, pillent nos secrets industriels depuis très longtemps. La France était quand même un pays de pointe. Beaucoup, par exemple en matière d'aéronautique, on l'est toujours, mais on se fait piller quand même beaucoup. On était un pays de pointe aussi dans l'électronique. Alcatel, c'était pas juste, c'était une sacrée société. On s'est fait, Alcatel n'existe plus, on s'est fait piller, vendu. ArcelorMittal, bon évidemment il y a le fameux scandale d'Alstom, ça je vais pas revenir dessus, mais Rhodia, il y a tout un tas de sociétés qui ont disparu et qui ont été vendus à l'encan. Et Emmanuel Macron a vraiment mis le turbo. Et là, du coup, effectivement, quand il y a la France où le terme de patriote revient beaucoup dans tes travaux, abandon français, état profond français. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, est-ce que le terme de se battre pour une patrie ou pour la France, est-ce que ça suffit ? Puisqu'aujourd'hui, finalement, ce sont tous les pays de la planète, tous les peuples de la planète qui sont attaqués par les mêmes biais ou les mêmes schémas de mondialisation, de mondialisme. BlackRock est présent dans 150 pays, voire plus. Donc, et ensuite, quand c'est pas ça, c'est aussi les intérêts chinois, les intérêts russes, etc. Tout. Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit se cantonner à un sujet franco-français ou est-ce qu'on vous regardez tous les deux sur un thème qui est plus global ? Ah c'est le thème plus global, de toute façon, c'est clair. Bon, déjà, la France, ça nous intéresse parce que nous sommes français et que nous habitons en France, mais au-delà de la France, il est bien évident qu'il y a une hégémonie
de l'oligarchie financière mondiale apatride. C'est apatride que j'aime bien, que les gens comprennent. Oui, apatride, parce qu'ils n'ont pas de patrie. Bah oui. Ils sont basés bien sûr aux États-Unis et en Angleterre avec la City de Londres, enfin la City de Londres et Wall Street. Mais je veux dire, ils sont apatrides, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de religion, ils n'en ont rien à faire. Ils sont au sommet de la planète. Et en réalité, tout leur but du jeu, c'est de continuer à exercer leur pouvoir et leur puissance et à contrôler la majorité de la population mondiale. Donc à s'enrichir d'un côté, mais on finit par se demander à quoi ça sert, parce que quand on empile les milliards, on se dit au bout d'un moment, est-ce qu'on a encore besoin d'en empiler ? Mais bon, ça on voit bien d'ailleurs que c'est une démarche totalement psychotique, hein. C'est pas sain d'esprit, parce qu'à partir du moment où on a suffisamment de quoi vivre, pourquoi aller empiler spécifiquement les milliards ? Bon bref, c'est vraiment pas une sain d'esprit. Et ensuite, on voit bien cette ingérence et ce contrôle donc dans toutes les sociétés du monde entier. À part la Fédération de Russie, c'est pour ça que la Fédération de Russie les embête beaucoup, puisque de toute façon, le vieux plan des anglo-saxons, ça a toujours été d'arriver en Russie, de la dépecer, de la morceler en plusieurs petits pays et ensuite de la piller, parce que la Russie, c'est quand même aujourd'hui, alors le chiffre exact, je crois que c'est 57 000 milliards de richesses naturelles. On peut voir l'exemple qui demanderait qu'à être exploité par d'autres, par les anglo-saxons. On peut voir l'exemple de la Yougoslavie, déjà, dans ce dépeçage et cette idée de faire des petits pays pour justement les contrôler. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ex-Yougoslavie. Ça fait drôle de dire ex-Yougoslavie quand on a connu la Yougoslavie. Et oui, mais c'est ça, oui, parce qu'à l'époque, c'était le maréchal Tito qui tenait... Alors, à tort ou à raison, on peut pas... Bon, moi, je connais mal l'histoire de Tito, mais enfin, il y avait cette Yougoslavie, et à un moment donné, il y a l'OTAN qui a qui a été semé le désordre et la guerre, donc dans tous les pays qui a bombardé en 99 sans demander l'autorisation à la Belgrade. Russie, qui avait des anciens alliés là-bas. Oui, passionnant. La capitale de la Serbie, On parlait tout à l'heure de données qui circulent. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'identité numérique ? Là, on n'est même plus dans l'idée, il y a ingérence, etc. Tout est connu et tout, puisque là, du coup, ça sera les mêmes entités qui vont tout décider. Juste avant d'aller dans l'identité numérique, pour finir sur ce qu'on disait là sur la guerre, c'est très intéressant ce parallèle, par exemple, sur ce bombardement de la Yougoslavie, puisque il faut aujourd'hui, on nous parle par exemple d'un envahisseur sur la Russie, sans prendre position sur cette question-là. À quel moment on dit par exemple que certains membres de l'OTAN ont bombardé, dont les Américains ont bombardé justement la Yougoslavie sans casus belli légitime. Oui. Donc c'est intéressant, ce deux poids deux mesures dans l'histoire, dans les médias, dans les discours politiques, où quand nous on bombarde, quand la France ou les pays membres de l'OTAN bombardent, il n'y a pas de souci, c'est toujours légitime. Oui, c'est normal. Par contre, quand la Russie... Donc voilà. C'est de l'ingérence. Oui, c'est ça, c'est de l'ingérence. On en revient au 20 ans guérisme dont tu parlais au tout début de l'émission. C'est ça. Quel regard vous portez sur un truc comme ça ? Parce que c'est le traitement de l'information qu'il y a en face. Oui, de toute façon, comment dire, le regard, il est simple, c'est toujours un plan sordide qu'ont les anglo-saxons, et alors évidemment quand je parle des anglo-saxons, je ne parle pas du public, je ne parle pas du citoyen, je veux dire. Des gouvernements, tu parles. Je parle des gouvernements, qu'on se méprenne pas, parce qu'il y a des internautes qui vont me dire le janvier il est quand même assez anti-anglo-américain. Tu parles des oligarchies. Voilà, je parle de la tête, je parle pas forcément du citoyen américain lambda ou du citoyen anglais lambda. Qui en sont les premières victimes. Qui en sont souvent les premières victimes d'ailleurs. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a donc effectivement cette espèce d'idéologie mortifère qu'ont les anglo-saxons depuis très longtemps. Ils ont un peu, comment dire, leur terrain de jeu c'est la planète, mais le terrain de jeu c'est-à-dire de la piller, de la contrôler et de tirer de chaque pays la substantifique moelle du pays. Alors moi j'avais écrit un billet il y a 8 mois à peu près, mais qu'il faudrait que je réexhume d'ailleurs. J'avais essayé de faire le décompte
des millions de morts générés par les anglo-saxons. Depuis 1880... Avec les bombardements, tu veux dire les guerres à droite et à gauche? Oui, tout. Je vais détailler un peu. On rappelle que les Américains sont le pays qui a le plus bombardé dans l'histoire. Ah, complètement. Depuis 1880, les anglo-saxons, jusqu'à aujourd'hui, ont tué à peu près 500 millions de personnes. 500 millions? Oui. Attends, comment tu as ce chiffre? Je vais le détailler un petit peu. Alors, c'est plus que la population américaine, par exemple. Et c'est plus que la population européenne. On doit être 445 millions d'habitants. Alors, ça a commencé en 1880 avec les 2 guerres de l'opium en Chine. C'est-à-dire que les Anglais voulaient absolument introduire l'opium en Chine alors que les empereurs chinois, parce qu'à l'époque la Chine était morcelée, c'est un pays fédéral. Hein. Et les empereurs chinois ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas de l'opium. L'opium, c'est pas arrivé en Chine comme ça parce que les Chinois le voulaient. Non, c'est les Anglais qui voulaient que l'opium arrive en Chine pour mieux, justement, contrôler la Chine. Qui l'ont d'abord introduit illégalement. Voilà. Ensuite, les Chinois ont essayé de botter les Anglais. Et là, les Anglais ont botté les Chinois. Alors, les 2 guerres de l'opium, 120 millions de morts. Donc déjà, quand même. C'est 120 millions? Ah oui, les 2 guerres de l'opium, 120 millions de morts. Quand même. Après la colonisation de l'Inde par nos amis les Anglais, vous savez, on nous présente souvent la Compagnie des Indes, cette espèce de Compagnie des Indes qui nous fait l'été. Ah oui, Twinings so British, oui, cette merveilleuse Compagnie des Indes. Oui, bref, la colonisation de l'Inde, ils en ont tué 100 millions. Il y a quand même 100 millions de morts en Inde. Ils ont pillé aussi pour plus de 45 000 milliards de dollars de richesse de l'Inde. Compagnie des Indes, du coup, c'était les Anglais, tu es sûr? Oui, la Compagnie des Indes, oui. Ouais. C'est-à-dire il y avait une compagnie française? Il y avait une compagnie française, mais qui, elle, a moins fait de dégâts que la compagnie anglaise. Il y avait aussi les Français en Inde. Mais les Français en Inde ont colonisé un peu, certes, mais la majorité de la colonisation anglaise a été terrible, puisque de toute façon, ils ont... moins agressif commercialement, la France. Alors donc, si on en est déjà à 220 millions de morts, on ajoute à ça les guerres de Corée, la guerre de Vietnam, les Philippines, le Guatemala, les 2 bombes atomiques lancées par les USA sur le Japon, alors que le Japon était sur le point de capituler, avait demandé par 3 fois la capitulation refusée par les Américains. Quand même, etc. Plus, depuis le 11 septembre, on voit bien que les États-Unis ont mis les bouchées doubles et on arrive au Proche-Orient à peu près à 5 millions de victimes civiles. Entre l'Irak, à peu près. l'Afghanistan. J'ai même pas compté les militaires, là. Donc, en fait, c'est vertigineux et sans compter les coups fourrés en Amérique du Sud. Enfin, bref. Quand on voit bien, j'étais tombé sur une info. Je crois que dans le monde, il n'y a que 17 pays qui n'ont pas été inquiétés par les Anglo-Américains. Oui, à peu près. Pas forcément dans une guerre, mais par une colonisation, du pillage, ou voilà. Mais récemment, un exemple qui vient de se passer là. Le Kazakhstan, qui est un pays frontalier avec la Russie et la Chine, hein, on est bien d'accord. Le Kazakhstan, le Royaume-Uni vient de signer des accords militaires d'encadrement militaire pour les officiers du Kazakhstan, vient de signer donc un contrat d'apprentissage et de formation des militaires au Kazakhstan. Mais ça implique quoi? Ça a l'air anodin comme ça, mais ça ne l'est pas, puisque le Kazakhstan est frontalier avec la Russie et frontalier avec la Chine. Donc le Kazakhstan va donc se doter d'un pouvoir militaire enseigné par les Anglais. Donc il va y avoir très certainement, évidemment, des soldats anglais, voire même américains. Donc il y aura une présence de l'OTAN, puisque l'Angleterre fait partie de l'OTAN. Donc il va y avoir une présence de l'OTAN omniprésente et qui va se développer à la frontière de la Russie et à la frontière de la Chine. Ça, c'est ce que j'appelle une omniprésence anglo-saxonne. Alors après, Laurence, puisque tu parlais tout à l'heure, tu évoquais la guerre, mais le problème des guerres aujourd'hui, c'est qu'elles vont de plus en plus être au moyen de drones hyper sophistiqués. Mais le problème avec ça, c'est que quand on commence à analyser le problème que ça va engendrer, ça veut dire qu'aujourd'hui, un simple drone peut faire un attentat sous faux drapeau sans que personne n'y voit quelque chose. Ça veut dire qu'avant,
quand il y avait un attentat, comme par exemple l'attentat sur les locaux de Charlie, et les gens de Charlie, et l'attentat du Bataclan ou d'autres attentats, il y avait des personnes qui se sont déplacées en voiture et qui ont commis les actes. Aujourd'hui, ça peut être un simple drone. C'est-à-dire que de plus en plus, ça va être un drone. Ça veut dire qu'un petit drone va se balader, et va envoyer un petit missile ou une petite bombe, et terminé, on n'en parle plus. Et le problème de l'intelligence artificielle, puisque tout à l'heure tu posais la question, c'est qu'il va y avoir des bons côtés de l'intelligence artificielle. Je pense qu'au niveau médical ou au niveau chirurgie, oui, bien sûr, c'est toujours bon d'avoir une chirurgie de pointe avec des lasers, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça va être utilisé aussi pour détruire. Et là, on se dirige de plus en plus. Ça veut dire que les guerres aujourd'hui vont se diriger de plus en plus par drones interposés, par système électronique interposé. Ce qui veut dire que ça va devenir de plus en plus difficile pour la vie humaine, parce qu'un simple soldat qui a envie de se planquer derrière un arbre, il ne sera pas du tout à l'abri derrière un arbre, puisque le drone va détecter sa présence et va de toute façon le tuer, qu'il soit derrière un arbre ou pas. D'autant plus qu'on ne pourra plus dire le drone, il va tuer n'importe qui, puisque de toute façon, ces gens qui dirigent ne soutiennent pas la population. Donc, par exemple, s'il y a un drone ukrainien qui va attaquer la Russie, s'il fait des morts parmi les Ukrainiens, ce genre de gouvernement s'en moque complètement, puisqu'ils ne sont pas du tout là pour protéger une quelconque population. Absolument. Et tout ça, c'est contrôlé, pour en revenir à la question initiale, c'est contrôlé par l'oligarchie financière mondiale apatride. On en revient toujours à BlackRock, on en revient aussi à Vanguard, que j'ai exposé donc dans mon livre Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, sorti en 2023 chez K-Édition. Et ce qui est intéressant, c'est que BlackRock Vanguard, donc Vanguard est actionnaire de BlackRock, puisque Vanguard, je le rappelle très vite ici, Vanguard n'est pas coté en bourse, a été fondé par les 13 grandes familles les plus riches au monde, les Rothschild, les Rockefeller, les Vanderbilt, les Dupont de Nemours, etc., la City de Londres, Wall Street, etc. Eux, par contre, contrôlent BlackRock puisqu'ils sont actionnaires de BlackRock, mais comme ils ne sont pas cotés en bourse, on ne peut pas acheter une seule action de Vanguard. Et en revanche, Vanguard et BlackRock sont actionnaires de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, sont actionnaires de toutes les usines d'armement, y compris européennes. Attention, ça veut dire que même, je regardais l'autre fois, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette grosse usine d'armement italienne, Leonardo, je crois, celle qui produit des hélicoptères de combat. J'ai retrouvé BlackRock, actionnaire, Vanguard. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça, c'est dirigé par en haut, par cette oligarchie financière mondiale apatride. On n'a plus beaucoup de temps parce qu'on doit rendre le studio après. J'ai encore pas mal de questions, mais on refera d'autres entretiens. C'est une source inépuisable de connaissances. Quelqu'un, là, tu parles effectivement justement d'oligarchie mondiale, d'oligarchie financière. Effectivement, quand on regarde intellectuellement le monde aujourd'hui, on ne peut plus douter de ce qui se passe à ce niveau-là avec ces super puissances financières et les preuves de leur influence sur nos politiques. Un jeune aujourd'hui qui, pour revenir un peu à la question que je posais tout à l'heure, je vous pose la question à tous les deux, c'est un jeune aujourd'hui qui essaie de comprendre le monde, mais qui est face à tant de propagande et de formatage entre l'éducation nationale, on en parlait tout à l'heure, les médias, les discours politiques. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez s'il était là pour essayer justement, parce qu'on sait que quand on essaie de parler, de montrer, le monde qui nous est présenté est tellement loufoque par rapport à la réalité qu'il y a une forme de déni, donc il faut prendre le temps pour essayer de toucher les gens avec cette vérité, comme tu avais dit, tu vas brusquer. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer, comment est-ce que vous en êtes venu à cette compréhension du monde, et qu'est-ce que vous conseilleriez de creuser, peut-être une affaire historique, une affaire comme la crise de 2008, etc. Qu'est-ce qui vous avez touché, tiens, Laurence? Moi, c'est vrai que ce que je dénonce, c'est la fausse écologie. Parce qu'on a mis les jeunes, beaucoup de jeunes, dans cette idée de mission religieuse, de sauver la planète. Ça marche énormément, surtout des jeunes qui n'avaient pas forcément de repères, qui n'avaient pas forcément d'ancrage dans une religion ou une spiritualité. Aussi des catholiques, puisqu'il y a cette idée de cette culpabilité initiale dont il faut réparer. Alors au niveau des jeunes, mais des moins jeunes, ou alors on est tous jeunes, c'est toujours le terrain. Regardez le terrain. Qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous vivez? Parce qu'il y a cette anticipation anxiogène dans laquelle on est mis à chaque fois et qui met les jeunes aussi, et encore les moins jeunes, dans cette idée d'incapacité de construire, puisque c'est voulu. Il faut baisser les bras, c'est ça qui est encouragé. Donc,
non, Quand voir tu dis le terrain, c'est... le terrain, quand tu c'est dis déjà regarder le chez terrain. soi, comment ça se passe, comment ces projets se passent, comment par rapport, là, donc on parlait un peu de la retraite à un moment donné avec les fonds de pension qui aimeraient bien que ça change, de voir qu'en réalité, toute cette propagande sur le monde du travail, etc., ne correspond pas à la réalité, que la réalité, c'est compliqué de travailler aujourd'hui, qu'il n'y a aucune facilité qui est faite, que c'est compliqué aussi même de faire ses études. Toute cette situation qui permet de voir la différence entre une propagande, tout ce qui est annoncé et tout, et ce que l'on vit au quotidien. Notre quotidien est une information. C'est de notre quotidien que l'on peut déjà analyser ce qui se passe, et c'est, je ne sais pas comment Claude, mais c'est à partir de notre quotidien où on dit tiens, c'est bizarre. Et on l'a vu pour le Covid, hein, il y a ce qu'on vit et puis ce qu'on nous dit. C'est quoi ce décalage? Pourquoi ce décalage? S'il y a un décalage, il y a propagande, et il y a des intérêts qui ne sont pas les nôtres en tout cas. C'est intéressant. Donc tu voudrais que les jeunes déjà se reconnectent plus à la précarité, par exemple, qui est en France. Se reconnectent à eux-mêmes déjà, à ce qu'ils ressentent. Il y a cette déconnexion avec les smartphones, ça prend pas la bonne direction. Eh ben voilà. Exactement, cette déconnexion avec le smartphone, cette espèce de doudou qui empêche d'être en connexion avec soi. C'est le smartphone, c'est l'influenceur qui a raison sur telle chose et pas la personne qui va expérimenter le produit, par exemple. C'est marrant que tu parles du smartphone comme un doudou, une peluche, parce que c'est vraiment l'utilisation qui en est faite, quoi. Dès que tu as un moment d'inconfort, téléphone, quoi. Voilà, alors avant c'était la cigarette, mais maintenant on n'a plus le droit de fumer. C'est fini, alors, t'as plus le droit de cloper nulle part. Mais... Là, ils ont verboten de partout. Là ce qui d'ailleurs m'inquiète en réalité. Moi, je suis un ancien fumeur, et je ne supporte plus le tabac, mais réellement, il y a un souci, cette notion d'interdiction permanente. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Hein, il faut interdire. Hein. Il faut interdire. Mais alors, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais on peut ajouter aussi peut-être une petite chose, c'est que moi, ce que je peux conseiller aussi à toute la jeune génération, et même pas qu'à la jeune génération d'ailleurs, parce que même la vieille génération, il faudra peut-être qu'ils s'y mettent aussi, c'est surtout d'essayer de s'informer au mieux et d'aller chercher un peu plus des preuves ou des choses tangibles qui peuvent être vérifiées et arrêter de gober systématiquement n'importe quelle info qui va passer soit sur Internet, soit sur TikTok, soit sur autre chose. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui, mais c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Hein, c'est pas pire que BFM, TF1 et France 3. Voilà, c'est ça. Mais beaucoup de gens ont des opinions. Mais en réalité, au-delà des opinions, il faudrait peut-être s'intéresser aussi sur BFM, TF1 et France 3, pareil. Voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est que moi, des fois, je parle avec des gens, ils ont des opinions. Ils ont des opinions sur tout. Et mais en réalité, quand je les titille un peu, je leur dis, mais vous avez essayé d'aller creuser dans cette direction-là ou de recouper un peu vos opinions ou ce que vous pensez être la vérité? Ah non. Non, oui, il faut le faire, hein, parce que je veux dire, il y a voilà, mais il faut douter. Il faut réapprendre à douter. Il faut réapprendre à douter. Il faut surtout aussi aller chercher les véritables informations et certainement pas dans les médias propagandistes. Hein. Il faut aller les chercher déjà dans les médias libres et indépendants. Ça, c'est une chose telle que Nexus, et d'ailleurs, bravo à toute l'équipe de Nexus, parce que vous faites un travail remarquable aussi avec la revue. Non, c'est tout moi. Alors là, Romain, attention. Mais... je rigole. Et oui, je sais. Et en plus, après, il faut quand même aller... je sais pas, il y a une poignée d'écrivains qui, comme moi, comme d'autres aussi, on essaye d'aller chercher les véritables infos, de les sourcer, les documenter. Et croyez-moi, c'est pas facile. Parce que quand des gens... Des fois, je discute avec des gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que pour écrire des livres... tel que l'on a écrit ou que d'autres écrivent, il faut aller recouper, couper, recouper, recouper toutes les informations pour être sûr de ce qu'on écrit. Il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi, il s'agit pas de... C'est facile d'écrire n'importe quoi, mais après, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que ça a été vraiment vérifié? Est-ce que vraiment on est proche de l'exactitude ou est-ce qu'on en est loin? Et ça demande un travail vraiment conséquent. Donc, en réalité...
je conseille à tout le monde les médias libres indépendants. Il faut vraiment aller chercher les informations là. Dans les livres que des écrivains s'évertuent à écrire, hein, parce que quand même, si on les écrit, c'est pas pour nous. Hein. Moi, je veux dire, j'ai plus rien à prouver. Je veux dire, ma vie, elle est plus derrière moi que devant moi, il faut être lucide. Comme disait un de mes amis, je suis plus près des chrysanthèmes que des dragées. Je trouvais la formule assez intéressante d'ailleurs. C'est mignon. Oui. C'est la tête de Laurence. Mais non, mais il faut être lucide. De toute façon, je dis ça avec le sourire. Donc de toute façon, bon, il y a un moment donné, voilà. Mais c'est ça. Et je pense qu'il faut aller chercher au plus près les véritables informations. Allumer sa télé le soir, c'est TF1, France 2 ou peu importe quoi, et allumer Europe 1 le matin ou France Info. Ah, je suis désolé, non, il y a autre chose. Ah, mais alors, il y a des gens qui croient savoir, c'est ça le problème. C'est des opinions. Ils sont persuadés. Donc, et puis, il y a cette peur de ne pas avoir raison. Donc, ils vont s'accrocher à quelque chose. Et alors que le plaisir, c'est quand même d'aller rechercher de l'information. C'est cette curiosité. C'est-à-dire, je ne sais pas, donc je vais aller enquêter. Je vais aussi aller voir d'autres personnes, comment elles voient. Donc, d'autres personnes sous forme de livres, sous forme, ce qu'on est en train de faire. Et moi, je trouve que cette curiosité-là, qui devrait être remis au goût du jour à l'école, ça devrait être ce plaisir-là. L'école sera toujours dirigée par l'État, donc tu ne peux pas compter là-dessus. Par contre, ce serait intéressant qu'on ait des lieux où on peut se réintellectualiser ensemble, parce que quand on le fait à plusieurs, c'est toujours plus intéressant qu'être isolé comme on l'est aujourd'hui. Intellectualiser et j'allais presque dire charnéliser, quoi, justement d'être en contact avec le corps, donc avec son alimentation, enfin tout ce plaisir de vivre, la gastronomie, la joie. Mais malheureusement, c'est vrai que l'ère de l'électronique et de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle ne facilite pas les échanges interpersonnels. Ça les empire. Ça les empire. C'est vrai ce que tu disais à l'instant, Romain, c'est que moi je me souviens très bien quand j'avais 17-18 ans. Avec des amis, il y avait un centre culturel donc dans la ville où nous étions et on se réunissait une fois par semaine, c'est-à-dire que chacun on achetait des disques, peu importe que ce soit du hard rock à l'époque ou du jazz, hein, parce que en fait, et on se mettait dans l'auditorium et on écoutait. On se réunissait, on écoutait les disques et on disséquait un peu. Ah bah lui, là, le batteur, t'as vu, il a joué avec un tel, le bassiste a joué avec un tel, le guitariste a joué avec un tel. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, on avait cette démarche à l'époque de disséquer un peu ce qu'on écoutait au niveau musical, de savoir qui jouait avec qui. Et d'arriver à se faire un peu une opinion, mais aussi d'apprendre à aimer ce qu'on pouvait écouter, qui au départ, on n'était pas forcément des fois à l'aise avec certaines formes musicales. Mais c'est une démarche qui était à l'époque, je dirais, salutaire et qui ouvrait de grandes choses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'électronique, alors à tort ou à raison, mais ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, et tu le soulignais tout à l'heure, il y a des abîmes qui se sont créés et malheureusement, c'est ces abîmes-là qu'il faudra arriver à recombler parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Il n'y a pas que la technologie qui a fait que. Dans le monde associatif, moi par exemple, j'ai toujours, je comprends, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment, quand une association est subventionnée, c'est finalement pourquoi tel média est subventionné et pas un autre. Oui. C'est que les assos, l'État sait très bien où diriger son argent dans les associations contre le réchauffement climatique, alors qu'il y a d'autres problèmes environnementaux, ou pour l'aide pour les minorités, enfin des causes qui peuvent être nobles, mais par contre tout ce qui va être aidé à lutter contre la précarité en France, là il n'y a rien. Oui, il n'y a rien, c'est vrai. Aider pour recréer des petites antennes de proximité, d'entraide de proximité, ça, il n'y a plus rien. Donc il y a aussi eu un travail là-dessus pour ne pas faire vivre ces centres culturels. Il y a même une histoire, moi, qui m'est chère, avec celle d'Olivier Pinali, avec le Jardin solidaire, hein, le livre, vous pouvez aller le retrouver, où il explique comment il avait mis un jardin, il avait repris un terrain vague, il en avait fait un jardin partagé en plein 20e arrondissement, quartier extrêmement difficile, impasse Satan. Et en fait, où il n'y avait que des dealers de drogue, etc., des jeunes qui traînaient dans la rue. Et là, tous les jeunes avaient refleuri et il y avait une vraie communauté. Et la mairie est venue mettre un gymnase dessus.
Et il leur avait avant ça mis des palissades, etc. pour niquer le projet, quoi, comme on dit. Donc il y a plus que la technologie, il y a quand même des forces politiques pour essayer d'empêcher. C'est clair. Et là, dans ce monde-là, pour finir là-dessus, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, mais toi, qu'est-ce que tu vois comme solution positive justement pour demain, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour se réorganiser, pour justement essayer de reprendre en main Je pense qu'il faut rester optimiste déjà. Il faut garder foi quand même en la vie, ça c'est très important. Il ne faut pas perdre de vue que ces monstruosités financières que nous avons évoquées tout à l'heure, ce sont des colosses, certes, mais au pied d'argile. Ça veut dire que tout peut changer, tout peut basculer. Après tout, il y a des failles dans tous les systèmes. Et il faut aussi, je pense, qu'une majorité de gens sortent du phénomène d'avoir peur. Parce que la peur et la lâcheté maintiennent dans la conformité. Je dis pas qu'il faut sans arrêt braver des interdits, je veux pas inciter tout le monde tout d'un coup à braver tous les interdits, mais la peur et la lâcheté maintiennent dans la conformité. Et ça implique que quand il y a un ordre ou une loi liberticide qui vient d'être votée, les gens ne sont pas obligés de l'accepter. On n'est pas obligé d'accepter une loi liberticide. C'est pas parce qu'elle a été votée qu'on est obligé de l'accepter. On peut écrire à son député, à son sénateur, on peut taper du poing sur la table chez un conseiller municipal, on peut ne pas être d'accord avec un drag queen j'ai rien contre les drag queens, chacun fait ce qu'il veut. Oui, parce que ça t'a valu quelques... Mais pas... oui, c'est pas grave, je me dans une conférence, oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais j'ai rien contre les drag queens, mais on n'a pas une mairie n'a pas à imposer un drag queen pour de dire des contes pour enfants devant des bouts de chou de 1 à 5 ans. Je suis désolé, non, je suis pas d'accord. Si j'étais un parent, je ne serais pas d'accord. Donc un parent pourrait très bien aller voir un maire et lui dire, écoutez, monsieur le maire, je ne suis pas d'accord. On peut n'être pas d'accord. Et je pense que entrer en désobéissance civile non violente, mais à faire valoir son refus d'obtempérer à quelque chose qui est contre survie, est nécessaire et même vital. Et je pense que c'est dans le pouvoir de tout un chacun. En réalité, si pendant cette fabuleuse crise sanitaire, je ne vais pas revenir dessus, mais si des gens avaient un peu contesté certaines choses, par exemple ces espèces de couvre-feu bizarres imposés, alors qu'un couvre-feu en matière de lutte contre un virus, j'ai toujours pas compris l'utilité de la chose. Entre autres, je veux pas développer trop la chose ici parce qu'on n'aura pas le temps, mais je veux dire, c'est un devoir, je pense, de chacun de sortir un peu de sa peur et de se dire, après tout, non, je suis pas obligé d'obtempérer. Voilà. Peut-être savoir quelle société on veut aussi. Quelle société, à partir du moment où on désire quelque chose, quel type de société on voudrait, on est plus à même de la contester. Peut-être qu'il y a retrouver le désir de quelque chose, dire voilà, moi je veux que mon pays soit comme ça, je veux apporter ceci ou cela. Et là, effectivement, on peut contester. Peut-être que cette absence de contestation est le signe du plus envie de laisser les autres diriger. Oui, c'est la conformité, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la peur et la lâcheté maintiennent dans une conformité. C'est la philosophie de pas d'emmerde. Il faut surtout pas faire de bruit, pas d'emmerde. C'est comme ça. Et il faut rouler à 30 à l'heure sur le périph', on va rouler à 30 à l'heure sur le périph' parce que Madame Hidalgo... Mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être tiré vers le bas sans arrêt et d'être d'accord avec ça. On peut aussi faire des pétitions, on peut aussi monter au créneau, je sais pas. On n'est pas obligé d'obtempérer et d'être d'accord avec des déclarations ineptes qui n'ont aucune utilité en plus. C'est intéressant quand tu parlais de braver l'interdit, parce que si l'interdit est fait pour maintenir un système inhumain, braver l'interdit peut être un acte pour sa vie de reprise en main. Absolument. Entièrement d'accord avec ça. Merci à vous deux pour cette émission. C'était passionnant de la faire. J'ai bien aimé de la faire à trois. En plus, on vous rappelle tous les livres de Claude Janvier, L'État profond, Les démasqués, L'abandon français ou encore Le nouvel empire européen. Il faudra que je le lise aussi. C'est passionnant ça. Merci Claude. Merci Romain. On espère te revoir. Merci Laurence. Merci à vous. Les 2 tiers des sujets qu'on avait préparés qu'on n'a pas pu faire. Donc, mais il y aura une prochaine. Il y aura une prochaine quand tu veux. C'est vraiment passionnant pour ça. Il y a la soirée Nexus qu'il faut qu'on vous fasse la publicité le 5 septembre. Toutes les informations sont sur nexus.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au magazine
qui est en kiosque, mais sinon c'est sur nexus.fr et partagez la vidéo, ça nous aide énormément. À bientôt, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.